Voilà, bonjour, bonjour chers amis, bienvenue à toutes et tous pour les fidèles, les piliers, et puis pour ceux qui viennent pour la première fois. Voilà, vous êtes les bienvenus à Culture et Société. Alors, nous attaquons notre sixième rentrée déjà des associations. Voilà, 6 ans et avec notre conférencier Abdourahmane Ndaye. Alors, enseignant-chercheur de l'université Bourg-de-Montaigne, bienvenue, cher Abdourahmane, et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de l'habitat participatif, un nouveau mode d'habiter et un levier de la transition. Ah, je me suis dit, je vais me louper, je vais dire la tradition. Non, c'est la transition, voilà, sociale, économique. Alors, votre parcours, cher Abdourahmane, pardon, Écologique. je l'ai oublié, social et écologique. Et ben voilà, ben ça commence bien, la sixième rentrée. Donc, transition sociale écologique. Et c'est écrit comme le pourcentage. Bon, alors, votre parcours dans l'enseignement supérieur, cher Abdourahmane, a démarré en 93 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, voilà, en tant que maître assistant. Et puis, en 99, eh bien, vous obtenez votre doctorat en économie du développement à l'université Paris 2 Panthéon-Assas sous la direction du professeur Paul Desneuf. Alors, le sujet de votre thèse portait sur la quantification et identification des déterminants de la pauvreté urbaine à Dakar, des concepts aux réalités. Alors en 2002, vous voilà nommé par le Conseil national des universités maître de conférence en sciences économiques et puis en 2015 en aménagement de l'espace et urbanisme. Vous voilà donc enseignant-chercheur à l'IUT de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vos activités d'enseignement et de recherche se partagent entre l'université, la Cage Business School et puis le CNRS et puis même à l'école d'architecture. Alors au CNRS notamment dans les UMR Chrysalide puis Hades dans le programme ANR Pagode. Alors vous avez aussi des activités extra-professionnelles, animateur du festival annuel alimentaire la Terre, et puis avec l'organisation de projections et débats, et puis président du comité scientifique de l'Union des travailleurs sénégalais en France, chargé des animations scientifiques de l'association à Bordeaux, et puis président de l'association COLO, association d'éducation à la solidarité internationale et de mise en place d'un accompagnement du volontariat service civique à Bordeaux. Et enfin, vous êtes aussi conférencier à Culture et Société. Voilà. Alors, l'habitat, bien connu d'ailleurs, bien connu de Gradignan. Alors, l'habitat participatif combine logement individuel et espace commun. Il permet à des groupes de personnes de concevoir, créer et gérer leur habitat ensemble, un habitat qui répond au mieux à leurs besoins, leurs moyens et leurs aspirations. Pour un certain nombre d'entre nous, l'habitat participatif évoque bien des souvenirs, n'est-ce pas? Les mouvements coopératifs des castors, ou encore celui des hippies, mais il n'y a pas que ça. Et ça date pas d'hier, le concept d'habitat participatif. Je disais que c'était même à partir de 1860. Vous voyez, ce type d'habitat est proposé aux ouvriers par un industriel Jean-Baptiste André Bruin. Il aura fallu cependant attendre près de 100 ans pour que ce type de logement se popularise avec notamment le mouvement des castors, mouvement d'autoconstruction coopérative, et qui permet à de nombreuses familles de construire leur logement sur un même terrain. Puis entre 85 et 2000, eh bien, l'habitat participatif tombe dans l'oubli en France, mais
il prend de l'ampleur ailleurs, en Europe, Suisse, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, et puis aux États-Unis et au Québec. C'est-à-dire Canada, attention, Québec. Et puis, en 2014, eh bien, retour en grâce avec la loi Allure de Cécile Duflot. Alors, comme vous le voyez, cher Abdourahmane, notre intérêt sur l'habitat participatif nous passionne et suscite une réelle envie de vous écouter. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour 51 minutes, 59 secondes et 10 centièmes. À vous la parole. On peut vous applaudir pour vous accueillir. Merci beaucoup pour cette présentation plutôt complète de mon parcours. Pour aujourd'hui, mes travaux de recherche portent sur les questions liées à la transition, donc que ce soit la question de l'habitat ou plutôt la question de la consommation. La transition alimentaire est une des questions sur lesquelles je travaille également. Mais aujourd'hui, notre propos va porter plutôt sur l'habitat participatif. Alors, tout le monde connaît, mais je pense que c'est intéressant de repartir de l'élan qu'il y a eu au 19e siècle pour justement cette forme d'habitat qui est une sorte de d'hérésie quand on regarde bien, parce que le logement, en général, l'habitat est toujours considéré comme un bien privé privatif. Et là, il ne s'agit pas de cette modalité-là, il s'agit d'une modalité plutôt collective. C'est une propriété collective souvent. Et l'idée n'est pas l'avoir, l'idée c'est l'être. L'idée c'est avoir droit à habiter. Et que l'habitat sorte un petit peu du cadre habituel, le cadre marchand, qui structure en fait toutes les dynamiques de logement et d'habitat. Donc un petit point conceptuel pour préciser un peu de quoi on parle, et ensuite on ira visiter l'histoire, l'historicité de l'habitat participatif, parce qu'il y a eu effectivement dans ce mouvement des faits historiques importants qui ont été posés, que Mustapha vient de rappeler très brièvement mais assez clairement. Et donc voilà, essayer de camper le sujet, aller sur l'historicité, revenir sur des exemples d'habitat participatif qui me semblent être des illustrations assez intéressantes pour justement qualifier ce mouvement qui existe dans notre société et qui se développe à la faveur de la loi Allure, la loi de Cécile Duflot. Donc la première chose à dire, ça a déjà été rapidement brossé, c'est que l'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant, avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir des logements destinés à leur habitation et d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. On sort du registre habituel. C'est-à-dire que le registre habituel, c'est j'ai ma maison, c'est moi qui détermine le mode de fonctionnement de cet espace. Dans l'histoire, et notamment française, mais pas que, européenne aussi, dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas cette dichotomie entre l'espace privé et l'espace public. Il y avait une sorte de continuation de l'espace public dans l'espace privé. Et c'est à partir de la Renaissance qu'on a commencé à voir que il y avait une sorte de disjonction entre l'espace public et l'espace privé. Les gens commencent à réclamer une certaine intimité et les logements sont construits en conséquence de cette intimité. Avant, c'était pas le cas, c'était plutôt ouvert sur le monde extérieur et petit à petit, on a basculé dans ce système que nous connaissons, qui est un système où le logement devient un bien privé, privatif, un lieu d'intimité, où ne sont invités que des proches, etc. etc. Ce qu'on nomme le tiers secteur de l'habitat, donc le troisième secteur,
qui n'est ni un secteur public à proprement parler, ni un secteur privé à proprement parler. Donc c'est une sorte de mystification du privé et du public. Donc le tiers secteur, c'est l'économie sociale et solidaire que vous connaissez sans doute. Sinon, on pourra y revenir dans les discussions. Donc, c'est une approche qui permet aux futurs habitants de se réapproprier la conception du bâti, de l'espace et du vivre ensemble. Ce qui est important, je pense, à rappeler, c'est que ça repose sur deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est de respecter l'autonomie et l'intimité de chaque famille. Et le deuxième principe, c'est de bâtir ensemble une vie collective riche. Cette idée, elle nous vient du 19e siècle. Vous connaissez sans doute Jean-Baptiste André Gaudin, dont a parlé Mustapha tout à l'heure, le familistère de Guise. Donc c'est dans la Somme, en France, et le familistère, ce qu'on appelait le palais social, était fait par un entrepreneur paternaliste, on va dire les choses comme ça, un entrepreneur paternaliste qui considérait qu'il fallait améliorer les conditions de vie de ces travailleurs au travers de ce qu'on appelle les équivalents de la richesse. C'est-à-dire faire profiter aux ouvriers les mêmes conforts, le même type d'habitat que ceux qui sont nantis à l'époque. C'était ça un peu l'utopie de Jean-Baptiste André Gaudin. Jean-Baptiste André Gaudin, c'est le disciple de Fourier, que tout le monde connaît. Fourier avait inventé comment s'appelle d'ailleurs, c'est pas le familistère, c'est le phalanstère, voilà, le phalanstère. Et en fait, le phalanstère est fondé sur l'idée de rassembler des individus, de faire société avec des individus qui papillonnent, qui sont pas forcément mariés, qui peuvent avoir des relations entre adultes, etc. C'était cette idée-là, libertaire, que défendait Fourier. Et Jean-Baptiste André Gaudin est parti de l'idée de Fourier en se disant qu'on pouvait faire la même chose mais avec des familles. Et donc on passe du phalanstère au familistère. Et le familistère de Guise existe encore aujourd'hui. Guise est une ville dirigée par des socialistes. Et ces socialistes ont décidé de racheter le palais, parce que le palais est tombé un peu dans l'oubli et en décrépitude, de reprendre ce palais et d'en faire une école élémentaire. Et aujourd'hui, à Guise, donc ce palais a été transformé en école publique pour les enfants. Donc vous voyez que l'habitat participatif s'inspire assez largement des utopies du 19e siècle. Dans les utopies, en fait, l'habitat n'apparaît que de manière implicite, anecdotique. Ces territoires ne sont pas explicitement convoqués. Parce qu'en général, comme vous pouvez le constater, en fait, quand on parle d'utopie urbaine, on se préoccupe avant tout d'harmonie sociale. On ne parle pas forcément de la forme du bâti, et on ne parle pas non plus de l'usage du bâti. On parle plus d'une harmonie sociale, une critique de la société, et on propose une société plus juste, une société plus inclusive, etc. Donc, ce qui fait qu'une utopie architecturale ou urbaine n'existe pas en dehors d'une utopie politique et sociétale. Et c'est ce à quoi les utopistes se sont plutôt intéressés. C'est cette dimension plutôt politique et sociétale. Comment transformer la société pour réduire le périmètre de la marchandise, pour entrer dans des périmètres où on considère les choses comme des biens de haute nécessité, le logement comme un bien de haute nécessité, qui devrait donc sortir du registre marchand. Donc, je propose qu'on pense l'habitat participatif comme l'expression d'une utopie dans un monde qui laisse peu de place aux compromis sociaux, non marchands et non monétaires. Parce que nous vivons dans une société éminemment capitaliste, et dans cette société capitaliste, les compromis sont plutôt des compromis marchands,
et plutôt des compromis monétaires, contrairement à ce que prônent ceux qui militent en faveur de l'habitat participatif. Alors, faut revenir peut-être un petit peu sur le concept d'utopie, parce qu'en fait, quand on parle d'utopie, les gens pensent toujours à une idée qui ne peut pas se réaliser. Et on s'en arrête à ça. C'est-à-dire que l'utopie, c'est des paroles comme ça en l'air, quoi. Or, je pense qu'on peut considérer que l'utopie peut être un remède contre le fatalisme et l'inaction. Parce que l'utopie peut porter une promesse de changement, d'amélioration de la société. Ce qui fait que l'utopie, moi en tout cas de mon point de vue, je considérerais l'utopie comme une critique sociale et une promesse d'une société plus juste. Voilà. Et que donc, si on retient cette acception de l'utopie, on peut considérer que l'utopie peut devenir le cap de ceux qui ont la charge de mettre en place les politiques publiques. Pas forcément pour réaliser l'utopie, mais en tout cas s'en inspirer pour mettre en place des politiques publiques. Et on voit que certaines des politiques qui sont proposées, et notamment la loi Allure, c'est largement inspiré en fait de cette histoire, pour la reconvoquer, mais aussi pour la dépoussiérer, pour l'actualiser aux besoins de notre société actuellement. D'où, on verra tout à l'heure, parmi les modalités historiques de l'habitat participatif, on pourra voir que la dimension écologique, qui est une des dernières modalités, a pris beaucoup d'ampleur et que la plupart des projets d'habitat participatif qui existent en France aujourd'hui sont liés à cette idée de réduire nos déchets, de réduire notre empreinte écologique, de réduire, de rentrer donc dans cette grammaire écologique qui permet de revenir sur un sentier de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, hein, tout le monde a entendu les conclusions du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts qui publie assez régulièrement des rapports pour alerter sur les dangers du capitalisme contre la nature. Et donc c'est cette idée du capital contre la nature que aussi l'habitat participatif revisite. Donc la pensée utopique, elle propose quoi? Elle propose l'égalité entre les membres d'une communauté, ce qui devrait garantir le bonheur individuel. Identité, communauté et stabilité constituent donc le triptyque qui interroge l'intégrité de chacun et son appartenance à l'œuvre collective et à la stabilité du contrat social du vivre ensemble. Cette idée des communautés a été largement développée par des penseurs que maintenant dont nous allons discuter un petit peu, présenter et discuter la pensée. Ça nous permettra justement d'appréhender à partir de trois modalités cette historicité de l'habitat participatif. Donc, la première modalité, c'est une revendication de transformation sociale. Donc, on est dans un cadre plutôt politique. L'idée est vraiment d'aspirer à une autre société, une société plus juste, une société plus inclusive, une société qui n'est pas fondée que sur des rapports économiques, mais une société qui peut aussi avoir comme socle plutôt des aspirations plus politiques, d'égalité, de lutte contre les inégalités que l'on connaît aujourd'hui, qui finissent par saper un petit peu la cohésion sociale. Donc les utopistes, ils proposent des transformations dans le rapport de l'habitant à son habitat, exclusivement conçu comme une propriété privée, ce que je disais au début de mon propos. Ils préconisent donc des sociétés où la propriété de l'habitat est collective, selon le modèle de la coopérative
d'habitat. Ce modèle a été revendiqué par plusieurs penseurs. Certains ont été jusqu'à mettre en œuvre leurs idées, d'autres sont restés à l'idée de proposition. On va voir maintenant comment ceci se structure. Donc, un historien français, Jean-Christian Petit-Fils, a fait dans un ouvrage sur les communautés communistes du XIXe siècle un recensement des communautés qui a été créées à l'époque, qu'il considérait, d'après son recensement, qu'il était au nombre, de 137 communautés entre 1825 et 1914. Ces communautés dont le travail de Jean-Christian Petit-Fils a mis en lumière le fonctionnement, ces communautés fonctionnent de manière différente selon leur filiation doctrinale. Donc nous avons on va dire trois modalités possibles. La première modalité, c'est les communautés ohéniennes qui se revendiquent de la pensée de Robert Owen, que vous connaissez probablement. C'est un filateur anglais très très riche qui était communiste et qui aspirait à transformer la société au travers de l'outil de production. Et Owen a été au début peu écouté, mais comme il a été un peu la cheville ouvrière de l'internationale ouvrière, il finit par être connu et il finit par être même sollicité par le prince pour avoir des conseils, etc. Et donc ces types de communautés ohéniennes sont caractérisés par une organisation bureaucratique très poussée et une volonté de répartition égalitaire de la production collective. Première modalité. Deuxième modalité, ce sont les communautés fourriéristes qui sont organisées selon le modèle de la coopérative de production et de consommation qui se fixe comme objectif de créer l'harmonie dans la diversité et l'inégalité. Troisième possibilité, troisième type de communauté, c'est celle qui opte pour les valeurs qui sont prônées par Joseph Proudhon, qui justement s'inscrivent dans une approche plutôt anarchiste. Anarchisme ne veut pas dire anarchique, on est bien d'accord, c'est une sorte de gouvernement radical où il n'y a pas de pouvoir au-dessus de la tête des citoyens, c'est les citoyens qui collectivement décident de vivre ensemble et collectivement débattent des questions qu'ils considèrent comme des questions importantes et les délibérations qu'ils font s'appliquent finalement comme loi, comme règle de vie, etc. Donc c'est pas exactement de l'anarchisme, c'est de l'anarchie, pardon, c'est de l'anarchisme qui fonctionne avec des règles politiques assez particulières, mais qui ont comme valeur fondamentale l'égalité. Deuxième modalité de l'habitat participatif dans l'historicité, c'est à partir des premières expérimentations qui aspiraient à une transformation sociale, arrive une deuxième période où les acteurs tentent de généraliser en fait des logements coopératifs pour justement sortir de l'idée que ça ne concerne qu'un petit nombre de personnes, les strip clubs ou d'initiés, mais justement essayer de généraliser en fait cette approche. Et c'est ce que feront un certain nombre de personnalités en France, notamment Jean Dollfus. Jean Dollfus était également un patron paternaliste et en collaboration avec d'autres industriels, il a réalisé énormément de logements dans l'est de la France qui étaient justement des cités ouvrières, donc 1240 maisons en 1895 qui abritaient quand même
plus de 10% de la population de la ville. Donc, on est loin de l'anecdote. D'accord? On est à 10% de logements créés dans ce cadre et qui profitent à des ouvriers. Au même moment, un mouvement urbanistico-coopératif qui s'inspire des cités jardins apparues en Angleterre, à la fin du 19e siècle, se développe en France. En France, on voit fleurir des cités jardins au travers, par exemple, de ce qu'a proposé Georges Benoît-Lévy, qui publie en fait un ouvrage qui va être un point d'appui important, et il va aussi expérimenter sa pensée au travers de la cité jardin qui a été la première qui a été construite en France, à Draveil, en région parisienne, en 1906. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que ce château qui était construit à l'époque, c'était autour, avec la cité jardin autour, existe encore aujourd'hui et peut-être visité. Donc cet élan va être reprise par Henri Sellier, que tout le monde connaît à cause du pré Sellier, qui existe encore aujourd'hui. Henri Sellier est un militant coopérateur et maire de Suresnes, en région parisienne, et c'est lui qui va inventer l'office public d'habitation à bon marché. En fait, c'est lui qui va porter cette idée et qui va permettre en France de créer justement cet office et de créer ce qu'on appelle les logements HLM, les habitations à loyer modéré, qui s'adressaient à une classe moyenne, voire une classe populaire. Toujours sur cette modalité de généralisation, certaines des initiatives vont être portées par des syndicats, mais aussi des citoyens, et justement à la faveur des dispositifs législatifs qui ont germé, ça a permis à ces communautés d'avoir des appuis légaux qui leur permettent de pouvoir poursuivre cette aventure. Donc, ce mouvement va s'achever au début du XXe siècle, après la mise en place d'une politique d'aide à la construction du logement populaire, conçue comme un soutien à l'initiative privée. Ce dispositif adopté est destiné non seulement aux investisseurs privés, mais aussi aux industriels, aux philanthropes, aux travailleurs eux-mêmes, par la création de sociétés coopératives de construction. Et ces sociétés coopératives de construction, en fait, vont influencer, bien sûr, la dynamique des castors, dont on a évoqué dans l'introduction de la conférence. Et notamment les castors qui se sont appuyés sur la loi votée par le ministre de l'habitat de l'époque, Claudius Petit, pour justement institutionnaliser cette idée qu'on pouvait apporter du travail si on n'a pas de capital. Voilà. Si on a peu de capital, si on n'a pas de capital, on peut apporter du travail. Et cet apport travail représente 10 à 30% du coût de la production du logement. Donc ça devient quelque chose d'assez remarquable, d'assez considérable. Et cette idée, c'est aussi participe à une tentative, à une volonté, une aspiration de démarchandiser un peu plus le logement, de faire, je l'ai déjà dit, mais l'idée est à répéter ici, d'essayer de faire en sorte de sortir le logement du marché et de faire du logement comme la santé, comme le travail, des biens de haute nécessité dont tout le monde devrait accéder. Donc on passe avec les castors des sociétés coopératives de construction aux sociétés coopératives d'habitat. C'est-à-dire que on construit, mais on construit pas pour
que d'autres viennent habiter, on construit pour donner un habitat à ceux qui participent à l'effort de construction. Et l'idée, c'est justement de transcender la limite de l'apport en capital pour permettre aux classes populaires, aux classes moyennes, de pouvoir être propriétaires de leur logement, ou en tout cas être coopérateurs dans une coopérative qui est propriétaire du logement. Donc, on peut juste signaler, pour montrer l'importance en fait des opérations de Castor, que les castors ont produit en autoconstruction 12 108 logements. Alors, je ne peux m'empêcher de le dire que moi j'ai grandi dans une cité à Dakar qui s'appelle la cité Castor. Parce que à l'époque, en fait, où ces dynamiques avaient lieu, c'était encore la colonisation, et ces expériences ont débordé du périmètre français pour aller en Algérie. Il y a des castors en Algérie et il y a aussi des castors au Sénégal. Je suis Amadou, mon frère qui est là dans la salle, aussi a vécu dans ce quartier et il a même pu peut-être, compte tenu de son âge, être témoin oculaire de la production de ces 100 logements qui sont donc à Castor, à Dakar, témoin de cette histoire dont je partage un peu les éléments saillants avec vous. On continue toujours sur cette seconde modalité. Donc l'hypothèse n'est plus de concevoir une cité idéale composée d'initiés ou de citoyens engagés, mais de forger un facteur d'intégration sociale pour ceux dont les revenus sont insuffisants à l'accession à la propriété. Vous voyez l'idée, au départ, on cherche à montrer qu'il y a possibilité de faire autrement. Ensuite, on essaie de généraliser cette idée pour sortir du petit carcan dans lequel l'idée était confinée. Donc ça permet de définir de nouvelles modalités dans notre société. Ce qui se traduit par le fait que on s'éloigne du spectre de la démonstration pour entrer dans celui de la démocratisation de l'accès au logement. Sur ces dynamiques, hein, on est relativement en retard. Rappelez que en Europe, il y avait des expériences plus ambitieuses, mais on est encore plus en retard quand on évoque ce qui se fait au Québec. Parce qu'au Québec, il y a une volonté de démarchandiser vraiment le logement, de faire en sorte que le logement devienne un bien accessible pour tout le monde. Et là-bas, ils ont vraiment fait des efforts à travers des lois, à travers des actes posés, à travers une histoire. Les logements sont, on considère qu'ils sont plus abordables en tout cas qu'ici, et les logements constituent un moyen de mettre, si vous voulez, comme les castors, de mettre en tension la coopération, le mutualisme et la sociabilité. Ça, c'est l'histoire. Et chemin faisant, on arrive à une troisième modalité qui, elle, va s'interroger sur les utopies contemporaines et les nouvelles questions sociales et économiques. Donc, ça suit en fait les questionnements sociétaux qu'on a aujourd'hui. Hein. Comment faire en sorte pour aller vers une société qui soit un mode de développement qui soit moins impactant pour l'environnement, qui soit une société qui soit plus égalitaire, en tout cas, qui essaie de réduire les inégalités, une société qui cherche à lutter contre les exclusions, qui essaie d'inclure le maximum possible. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les enjeux de la transition éclairent d'un jour nouveau les utopies. Et l'habitat participatif s'inscrit dans un ensemble d'initiatives locales visant la résilience des territoires
face aux problèmes sociaux et environnementaux. Donc, inégalité socio-économique croissante, dégradation de la qualité de l'air, de l'eau, pollution, artificialisation des sols, réchauffement climatique, etc., etc., etc. Donc, on voit bien que le registre a évolué au fil du temps. On est parti des revendications d'une société alternative. On est passé par une tentative de généralisation, de sortir de l'idée de club judiciaire. Là, on arrive maintenant à l'idée que l'habitat pourrait être un levier de transition sociale écologique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, parce que quand on visite les projets d'habitat participatif qui, rappelons-le, ont été réveillés au milieu des années 2000 par les projets écoquartiers en France. Avec les projets d'écoquartiers en France, on a vu à nouveau les maires et les conseils municipaux s'intéresser à l'habitat participatif comme une des modalités possibles, comme un des leviers possibles pour transformer un peu notre cadre de vie. Et donc, effectivement, l'écologie telle que on la présente nous invite à repenser notre manière d'être au monde. Parce que les voies du développement que nous avons choisies ne sont pas les meilleures. Parce que ces voies sont des voies qui fonctionnent sur le mode produire, c'est au mieux transformer la nature et au pire la détruire. On est toujours dans cette approche de la production. Et l'idée, c'est aussi d'évoluer dans notre façon de percevoir le développement, donc de percevoir aussi nos besoins, de revoir nos modes de vie, parce que la révision de nos modes de vie permettra une transformation du mode de fonctionnement des entreprises, notamment, donc de la production, parce que comme ça ne vient pas de la production, il faudrait peut-être essayer de le faire advenir par la consommation. Parce que ce que les consommateurs revendiquent est entendu par les producteurs, parce que l'objectif des producteurs, c'est quand même de maximiser leur profit. Et comme pour maximiser leur profit, il faut qu'ils développent un peu plus leur production, ce que disent les consommateurs a une certaine résonance. C'est même, je pense, plus efficace que les lois qui ont été, il y en a eu plusieurs de lois comme ça, elles n'ont pas été aussi efficaces que les revendications portées par les consommateurs eux-mêmes. Et donc la consommation devient un acte politique qui peut justement déborder du périmètre marchand pour poser des questions politiques, pour poser des questions sociales, pour poser des questions écologiques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous achetez, vous faites attention à l'origine des produits. Certains ne mangent plus des produits qui ont fait des milliers de kilomètres. Ils refusent ça. Ainsi de suite. Donc, consommer devient un acte politique. D'accord ? Comme dit Leroy Ridel, une collègue québécoise, acheter, c'est voter. Voilà. Acheter, c'est voter. Et on essaie non pas de faire du boycott, ce qu'on faisait avant, tel produit on l'achète pas parce que le producteur il a telle ou telle caractéristique qu'on n'apprécie pas. Ce qu'on fait maintenant, c'est du boycott, c'est-à-dire que j'achète en fonction de mes valeurs et je n'achète que les biens qui répondent à ces valeurs. Et de plus en plus, c'est ce qu'on constate dans notre société, il y a une sorte d'évolution à ce sujet. Et du coup, ça fait que l'utopie de l'habitat participatif, troisième modalité, n'étant plus une île protégée du monde, mais un monde réconcilié avec lui-même, qu'on ne cherche pas à quitter, mais à habiter autrement. Parce que au début, on cherchait à quitter le monde, et petit à petit, avec la nouvelle grammaire écologique, on voit que on ne cherche pas à quitter, mais à habiter autrement. Donc on cherche à questionner en fait notre habité.
Et du coup, notre habité, au travers de l'habitat participatif, devient un nouvel enjeu d'urbanité. Mais quand on regarde concrètement ce qui se fait, au-delà des idées, quand on regarde les faits, les actions, ce que les acteurs font sur le terrain, l'écologie donne à voir des controverses expérimentales dans les projets d'habitat participatif. Et donc, on arrive à la conclusion, après observation minutieuse, qu'il n'y a pas de modèle d'habitat participatif. Il existe des outils et les habitants s'en approprient au gré de leur volonté. Donc, il n'y a plus vraiment de la manière dont il faut monter un projet d'habitat participatif. Il y a plein d'expériences qui sont très différentes, portées par des élus ou pas, portées par des collectifs ou pas, portées par des bailleurs sociaux, etc. Il y a vraiment énormément d'expériences qui disent finalement qu'il n'y a pas de modèle. Ce qu'il y a, c'est que c'est la volonté des habitants de s'y mettre, d'essayer de transformer leur environnement. Et ça, c'est effectivement la centralité de l'écologie dans l'habitat participatif tient compte aussi de ce qui s'est passé dans les années 2000, ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement, qui revalorise l'idée du droit à habiter comme un début de reconnaissance avec quelques projets pionniers qui commencent à sortir de terre dans les opérations du COCA. En fait, on va se rendre compte que petit à petit, l'habitat participatif va aussi sortir du périmètre strict des écoquartiers. Ça va commencer à se diffuser un peu plus, justement parce que la loi Allure aura donné un élan à ces dynamiques. Et cette reconnaissance donc trouve son cadre réglementaire avec la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové, donc la loi de Cécile Duflot dont on a parlé tantôt, de 2014, qui en son article 22 considère que la création de nouvelles formes d'accès au logement par l'habitat participatif est une voie qui permettrait de répondre aux considérations écologiques et sociales. Donc ce qu'on constate dans l'habitat participatif, c'est une autre manière d'habiter et une autre manière d'aborder la question de l'habiter. D'abord, les logements sont un peu plus petits. On avait coutume à avoir des logements très grands, mais qui n'étaient pas forcément indispensables. Donc, ils sont plus petits, les logements, et c'est comme étant plus petits, il est plus facile d'améliorer les performances énergétiques. Ce qu'on constate également, c'est que à travers cette modalité d'habitat participatif, on peut réduire les coûts de la construction, mais là, il faut dire quand même que la variable principale qui explique la réduction des coûts, c'est le fait que dans la plupart des cas, les élus locaux proposent le foncier. Et à partir du moment où on donne le foncier, le coût de la production du logement devient moindre. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut arriver à transformer les choses de manière à ce que, sans subvention, on puisse malgré tout maintenir une réduction des coûts de production. On a remarqué également, observé que l'habitat participatif était une incitation à une mobilité alternative, covoiturage, autopartage, pédibus, courses en commun, etc. Donc, ça constitue souvent une sorte de coopérative d'achat et ça permet donc de réduire les coûts d'achat. Au niveau de la mobilité alternative, c'est vrai qu'en général, dans les habitats participatifs, on propose pas forcément des parcs de stationnement, mais on propose des parcs à vélo. Donc, le fait de proposer les parcs à vélo, signifie clairement qu'on incite, on cherche à inciter les habitants
participatif à utiliser plutôt des modes de mobilité douce. Donc en conclusion, on peut dire que l'habitat participatif permet de réduire l'empreinte écologique. C'est ce que j'essayais de démontrer, l'empreinte écologique du logement, des transports et de la consommation. Alors comment sont-ils financés, ces habitats participatifs? Le premier levier de financement, c'est un appel lancé à des mécènes qui consentent à financer le démarrage de l'expérience et les premiers moments de la vie de la cité. Évidemment, ça s'inspire beaucoup de ce qui s'est passé au XIXe siècle. On n'est plus dans l'actualité. Donc rarement le financement est fait par le porteur du projet, à l'exception notoire de Robert Owen. On parlait de Robert Owen tout à l'heure. Il a été pionnier sur beaucoup de choses. Et là aussi, il a été exemplaire. Il a créé un habitat partagé et pour ce faire, lui-même a mis la main à la poche. Donc je rappelle que c'était un filateur écossais très très nanti, avec une assise financière extrêmement sérieuse. Et donc en même temps, et c'était ça le paradoxe, c'était un patron communiste. Il prônait les valeurs. Donc lui a financé le projet qu'il portait. Et ironie de l'histoire, comme il est très dirigiste, il a fini par être expulsé de cette communauté-là, qu'il a lui-même créée. Ensuite, dans le cas où les fonds collectés ne suffisent pas, un appel à la générosité publique et à la représentation nationale est organisé. Donc avec auprès des gouvernements, des députés, des sénateurs. Ça c'est encore, on est encore dans des approches qui tendent à s'effacer un peu plus aujourd'hui. Même si elles ont été très très actives, ces modalités de financement par le passé. Dans cette perspective, l'État est sollicité pour apporter une contribution foncière. C'est probablement ce que je disais tout à l'heure, ce qui justifie que les collectivités apportent une contribution. Ce qui justifie une contribution foncière spontanée ou réclamée par les collectifs d'habitants, les coopératives d'habitation ou d'autopromotion, porteurs de projets d'habitat participatif. Et puis une dernière possibilité, c'est celle de la contribution citoyenne et spontanée. Qui veut, parce que ces contributions sont portées par des personnes qui considèrent que ces utopies méritent d'exister. Alors, une fois les montants réunis, les actionnaires se constituent en société offrant des garanties morales et juridiques. L'idée, c'est justement de créer une coopérative. Et comme vous le savez, quand on crée une coopérative, nos parts ne sont pas rémunérées. Il n'y a pas de rémunération. Parce que le capital de la coopérative n'appartient pas à ceux qui l'ont abondé, ça appartient à la structure vers laquelle ce capital a été destiné. Ce qui fait qu'en fait, quand on participe financièrement à l'effort associatif ou coopératif, en fait, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique, ça n'est pas une recherche de profit, parce qu'il n'y a pas de redistribution de profit dans ce cadre-là. Les actions qui sont rémunérées, si ça existe, le sont par des dividendes et des intérêts. Et comme ces sociétés, ces communautés utopiques sont organisées autour du travail, on ne rémunère que les mises de départ. Et aujourd'hui, ce qui se fait dans les projets, c'est que même les mises de départ ne sont plus vraiment rémunérées et on reverse à la personne qui s'en va sa mise de départ compte non tenu de l'inflation, compte non tenu de la valeur de l'action.
si elle existe, de la valeur de l'action, ce qui fait qu'en fait, on essaie de sortir vraiment du registre capitaliste, on cherche à sortir du registre marchand, et donc l'idée c'est que cette contribution est une contribution qui permet de réaliser le projet, et il ne faut pas l'analyser autrement que comme ça. Donc on ne prévoit aucune privatisation d'aucune sorte, ce qui fait que les habitants ont un droit d'usage conféré pendant la durée d'occupation de leur logement. Ces logements sont hors marché et ne peuvent faire l'objet de spéculation. D'autant plus que les pouvoirs publics y mettent de l'argent dans le but de la réalisation du projet et non pas dans le but de créer encore des opportunités de profit. Hein, ce qui fait que effectivement, l'idée c'est vraiment de privilégier le droit d'usage et non pas le droit de propriété. D'accord. Donc, quel est le statut de la propriété? Je pense que cette question, il faut absolument y répondre. Je suis à 51 minutes, mais j'ai essayé de respecter difficilement le temps. En gros, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que dans l'habitat participatif, il n'y a ni locataire, ni propriétaire. Parce qu'en fait, la propriété appartient à la coopérative qui gère les logements. Alors, je me souviens de travaux avec des collègues, et notamment un collègue juriste, qui me dit, mais Abdou, je comprends pas, il y a un problème avec ton truc là. Je lui dis, quel est le problème? Il me dit, mais vous dites aux gens qu'ils sont propriétaires, mais en fait, ils ne le sont pas. Je dis, mais non, on ne dit pas aux gens qu'ils sont propriétaires, on dit aux gens qu'ils sont membres d'une coopérative qui elle-même est propriétaire du logement que eux, ils occupent. C'est ça qu'on dit aux gens. Il me dit, oui, mais votre histoire, ça ressemble à de l'arnaque. Donc voilà, cette question de la propriété, elle pose encore des problèmes pour un certain nombre parmi nous. Juste un état des lieux plutôt rapide sur l'habitat participatif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une croissance assez phénoménale du phénomène, et que on en comptait 416 en 2013, et 10 ans plus tard, on en compte 1172 de projets, donc avec une croissance annuelle assez importante, hein, comme vous pouvez le constater, même si cette croissance a perdu de sa vivacité ces dernières années, entre 2021 et 2024, ce qui est plutôt lié à la crise du secteur de l'immobilier et de la construction. Et puis, effectivement, c'est lié également à aux difficultés d'accès au foncier et au financement. Donc on voit bien qu'avec la loi Allure, il y a eu une sorte de dopage de l'habitat participatif qui augmente d'année en année, même s'il y a une sorte de tassement qu'on peut remarquer ces dernières années, mais ça continue malgré tout d'augmenter. Mais ce qu'on constate, c'est que dans cette évolution du chiffre, du nombre de projets, on a vu aussi qu'il y avait une évolution dans la manière de concevoir l'habitat participatif lui-même. Par exemple, on voit que les projets aboutis à la campagne sont devenus plus importants que ceux en milieu urbain. Donc c'est très intéressant parce qu'au début c'était les urbains qui portaient un peu cette idée de transformer les modes d'acquisition des logements et d'occupation des logements. Et là on voit que il y a une sorte de basculement en milieu rural. Et cette inversion de tendance se voit également sur le fait qu'on a plus de réhabilitation que de projets de construction d'habitat, de logements neufs. Ça montre aussi que si on bascule sur la réhabilitation, ça pourrait se développer un peu plus, parce que les acteurs publics qui sont
qui sont conviés dans cet espace, ce sont les municipalités, mais aussi les bailleurs sociaux. Et comme les bailleurs sociaux et les municipalités sont finalement ceux qui gèrent le parc immobilier local, ça pourrait se développer encore davantage parce qu'effectivement le parc locatif parfois est très très vieux et mérite d'être réhabilité, et ces réhabilitations peuvent justement favoriser des projets d'habitat participatif. Donc voilà, je vais, avant de finir mon propos, avant de conclure, vous présenter rapidement deux exemples d'habitat participatif. Le premier exemple, c'est la première expérimentation qu'on a eue dans l'agglomération bourgnellaise, c'est celle de la Ruche à Bègles. Et puis, je vous parlerai d'un deuxième exemple, celui des Baba Yaga, que vous connaissez probablement, hein, ça a été assez médiatisé. On en a beaucoup parlé, il fut un temps, même si maintenant on en parle moins. Donc le premier exemple, c'est la Ruche qui est à Bègles. Donc c'est une opération qui a été portée par les pouvoirs publics locaux, mais qui ont cherché très rapidement à donner la main aux futurs habitants au travers de ce qu'on appelle un comité technique, c'est-à-dire une petite cellule ouvrière qui accompagne les habitants participatifs dans la mise en place de l'espace, dans la gouvernance de l'espace, dans la place à attribuer à ceci ou à cela, pour justement essayer de trouver un modus operandi à ces espaces. Donc l'opération de la Ruche compte 11 logements. Sur ces 11 logements, 9 sont en accession à la propriété sociale. Les deux autres sont en location. Et le fait de les organiser en prêt social, location, accession permet à des ménages sans apport de pouvoir malgré tout acquérir un logement. Le logement qu'ils occupent, c'est un peu ce qu'on appelait avant la location-vente. Voilà. Je loue un bien immobilier, je paye un loyer tous les mois, et au bout d'un certain moment, j'ai remboursé le prix de la maison et je n'ai plus de loyer à payer, la maison m'appartient. Donc c'est un peu le même principe qui est repris ici pour permettre à des ménages de peu de pouvoir accéder à un logement dans l'agglomération. Alors qu'on sait que dans l'agglomération, les prix ont un peu flambé. Alors, ce qui est remarquable dans le projet de la Ruche à Bègles, c'est son mode de gouvernance. Son mode de gouvernance participative qui justement a été porté et animé par le comité technique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une association dont le rôle est d'accompagner des initiatives de ce style pour que le projet soit mené à bien. Voilà, donc ils vont ouvrir un espace de discussion, ils vont donner des règles de délibération, ils vont essayer, voilà, il y a un petit livret qu'ils partagent avec les futurs habitants, et ils essaient d'organiser en fait cet espace où on décide de l'avenir de nos logements. Et donc c'est dans cette approche que justement on voit que une innovation aussi, c'est que ça n'existe presque pas par ailleurs. On peut choisir ses voisins. En général, les voisins, on ne les choisit pas. On choisit son logement, mais on ne choisit pas ses voisins. Et là, on peut choisir ses voisins parce que ceux qui sont arrivés les premiers vont être interpellés par le comité technique pour dire si ceux qui candidatent pour venir dans l'habitat peuvent entrer ou pas. Donc après délibération et après vote, on finit par dire oui ou non. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare pour être signalé. Les délais
de construction ont été très raisonnables. La pose de la première botte de paille a été inaugurée en 2015 et les logements ont été livrés en 2016, donc un an après. Autre élément intéressant à montrer, partager, c'est que les accédants bénéficient d'un prix moyen qui est inférieur à celui que l'on trouve sur le marché, notamment dans l'agglomération bordelaise. Pour quelqu'un qui habite à la Ruche, le mètre carré est revenu à 2450 €, contre 3600 € en moyenne dans l'agglomération. Et ça, c'était en 2015. Aujourd'hui, on n'est plus à 3600, on est à 4750. Donc c'est de 2450 contre 4750 aujourd'hui. Mais effectivement, si on fait le raisonnement avec les prix de l'époque, donc au moment où ça a été fait, c'était plutôt 3600 €. Donc l'acquisition du foncier est un des éléments importants qui explique cette réduction du coût. Mais aussi parce que un des porteurs du projet, comme on a pu le voir, c'est Axanis. Axanis est un démembrement de Aquitanis, en fait. Axanis est le démembrement d'Aquitanis dont le rôle est de créer des logements sociaux, et notamment en accession sociale à la propriété. Donc voilà, j'allais dire les ingrédients habituels, mixité sociale, mixité intergénérationnelle, etc., qu'on essaie de travailler au travers de ces projets d'urbanisme durable. Deuxième exemple, c'est celle des Baba Yaga. Je vais aller très vite, il faut que je conclue. Les Baba Yaga, donc, c'est un projet qui est à Montreuil, en région parisienne, dans le centre-ville de Montreuil, proche de tout, de toutes les commodités, du cinéma, du théâtre, du supermarché, du coiffeur, enfin bref, elles sont, je vais dire îles, mais elles sont très bien organisées. Je dis îles parce que parmi les habitants, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi des jeunes couples qui sont accueillis. Donc sur les logements, sur les 21 logements, pardon, il y en a 21 qui sont réservés aux femmes de 60 ans et plus, et 4 pour les jeunes de moins de 30 ans, pour justement favoriser une certaine mixité intergénérationnelle. Bon, elle apporte évidemment une réponse citoyenne et politique à des enjeux de société. C'est des personnes qui vieillissantes, vieilles personnes qui n'ont pas envie d'aller vivre dans les cadres classiques qu'on propose. Donc elles se sont 3 femmes en particulier ont monté ce projet et ont cherché à créer une autre manière de vieillir avec d'autres personnes, justement, et pour pas annuler l'espace, elles ont souhaité qu'il y ait une certaine mixité intergénérationnelle. Donc il y a des couples jeunes avec enfants qui vivent dans cet habitat. Donc très clairement, l'idée principale, c'était de trouver une alternative au maintien à domicile qui pousse à la dépendance et à l'isolement. Donc individuellement, chacun prend en charge sa vie, et puis ensemble, on ouvre un endroit sur la société, on anime un endroit ouvert, pardon, sur la société, de manière à garder une certaine vigueur. Je pense qu'on pourrait dire 2-3 choses sur la dimension urbanistique, mais c'est pas ça changera pas fondamentalement quelque chose. Donc je vous propose de finir avec un certain nombre de constats, de leçons tirées des expériences que j'ai observées. Tout d'abord, l'habitat participatif est un outil formidable de transition sociale et écologique. Ça pousse à des modes de consommation pas alternatifs.
Ça pousse également à des modes de mobilité alternatifs, un logement qui consomme moins d'énergie, parce que bien souvent on fait très attention à l'orientation des logements, on fait très attention aux matériaux utilisés. Par exemple, dans le cas de la ruche, c'est de la paille qui a été utilisée. Pourquoi la paille? Parce que en fait, elle est à la fois écologique et au niveau énergétique très performante. Très performante, pardon. Donc du coup, voilà, on cherche des matériaux, mais en même temps, on essaie aussi de travailler avec l'exposition, la luminosité dans les espaces. Donc ça, c'est un levier de mixité sociale et intergénérationnelle. On l'a vu dans les exemples qu'on a présentés. Ça réintroduit la nature en ville. Ça introduit la sobriété énergétique, je viens de le dire. C'est un outil de lutte contre le mal logement. Et comme l'ensemble des dynamiques de l'économie sociale et solidaire, l'habitat participatif hybride des moyens publics et privés et des modes de gouvernance démocratique, une personne égale une voix. Et c'est comme ça qu'on délibère, en fait. Quand on délibère, la question est posée, chacun donne son point de vue, après on passe au vote. Chaque voix équivaut à toutes les voix. Et puis enfin, il est conçu pour être en dehors des registres marchands. Et en cela, je pense que l'économie sociale et solidaire est le modèle économique du développement soutenable. Je vous remercie de votre attention.